Voici l'histoire vraie de Madame Adèle, une histoire qui vous touchera profondément, une histoire que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Au cours de mes 82 ans, je porte en moi des souvenirs vifs qui, bien que lointains, restent frais dans ma mémoire. Mon enfance, une époque marquée par la simplicité, les difficultés et des moments de pure innocence. Abonnez-vous à la chaîne pour écouter d'autres histoires, ici sur Le Bal des grands-parents. Je suis née en 1942, fille de Catherine et Louis. Ma mère, une femme forte et résiliente, trouvait toujours un moyen de nous garder unis et nourris malgré les adversités que nous affrontions. Mon père, Louis, était un homme travailleur. Il passait ses journées à s'occuper de notre vieux champ, un lopin de terre qui semblait bien plus grande à l'époque de mon enfance. Nous vivions tous ensemble dans une maison modeste, une vieille bâtisse qui grinçait à chaque pas. C'était un foyer plein de vie, car en plus de moi, il y avait 9 autres frères et sœurs. Nous étions 5 garçons et 4 filles, une véritable foule qui remplissait chaque recoin de cette maison. Entre rires et disputes, nous apprenions à tout partager, dormant à 3 par lit, des jouets improvisés à la nourriture rare. Notre maison se trouvait dans un champ qui, bien que vieux, offrait une vaste étendue de terre. Cependant, ce lopin de terre, qui pour beaucoup pourrait être un lieu de repos, était pour nous un champ de travail incessant. Le travail au champ était ardu et commençait à l'aube. Chacun de nous avait ses responsabilités, de s'occuper des animaux à transporter des seaux d'eau depuis le puits lointain, pieds nus, car nos vieilles sandales ne faisaient que nous gêner. Habitués au sol rugueux, nous connaissions chaque pierre et chaque épine du chemin. J'aidais souvent à la récolte du manioc, d'où provenait le principal gagne-pain de la maison. Il n'y avait pas de repos, même pour les plus jeunes. Je me souviens de mes petites mains calleuses, car pour ceux qui ne le savent pas, la récolte du manioc est ardue. D'abord, nous cherchions une grande plante. Nous savions laquelle, car ses feuilles étaient déjà à moitié jaunes. J'utilisais la houe, car mes parents ne me laissaient pas utiliser la machette. Je devais donc utiliser un outil moins tranchant. Je coupais la tige bien au ras du sol, puis venait la partie la plus difficile, creuser la terre dure en utilisant beaucoup de force pour en extraire le manioc. Parfois, la racine était si grosse que nous devions être 2 pour la sortir. C'était très lourd. Les soirées étaient particulièrement mémorables. Nous nous asseyions tous autour de la table en bois, éclairés par une lampe à pétrole et la chaleur du foyer, écoutant les histoires que nos parents racontaient. Mon père, Louis, avec sa voix grave, parlait de ses aventures de jeunesse. Chaque conte apportait un mélange de fascination et d'admiration qui, pour quelques instants, nous faisait oublier la fatigue de la journée. Ma mère, Catherine, était toujours occupée à coudre ou à préparer le dîner. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de la voir toujours enceinte. Il semblait que tout au long de mon enfance, elle attendait toujours un autre bébé. Et chaque nouvelle grossesse apportait plus de responsabilités pour nous tous. Même avec le poids de la fatigue, ma mère ne s'arrêtait jamais. Elle continuait à s'occuper de nous tous avec une force qui semblait inépuisable. Aujourd'hui, je pense que la pauvre n'a jamais eu le temps de pleurer. Je la voyais, avec son ventre proéminent, marcher dans les champs et accomplir toutes les tâches nécessaires. Elle portait de lourdes charges d'un endroit à l'autre. Son visage montrait souvent des signes d'épuisement, mais elle se plaignait rarement. Au lieu de cela, elle trouvait des moyens de nous apprendre à être résilients et à nous entraider. L'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur était toujours accueillie avec un mélange de joie et d'appréhension, car nous savions que cela signifiait plus de bouches à nourrir et plus de travail pour tout le monde. Parfois, la nuit, je la voyais assise seule dans la cuisine, les mains posées sur son ventre, son expression empreinte de fatigue, mais aussi d'amour et de détermination. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour nous protéger et nous élever de la meilleure façon possible, même si les circonstances étaient dures. Cette image de ma mère, toujours enceinte et toujours au travail, est l'un des souvenirs les plus profonds que j'ai. Elle nous a appris l'importance du sacrifice et du travail acharné,
des leçons que je porte en moi jusqu'à aujourd'hui. Avec le temps, j'ai grandi et j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait autour de moi. L'un des souvenirs les plus douloureux fut le jour où ma sœur Sophie est partie. C'était un après-midi tranquille, alors que le soleil commençait à se coucher. La maison était étrangement silencieuse. Sophie était à la porte, prête à partir avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Elle pleurait à chaudes larmes qui coulaient sur son visage. Il n'y avait pas de mots, seulement le son de ses sanglots et celui de l'homme essayant de la consoler. Mes parents, Louis et Catherine, se tenaient enlacés, avec des expressions de profonde douleur. Ils semblaient si tristes, comme si le monde s'effondrait autour d'eux. Ils se serraient fort, essayant de contenir leur tristesse. Leurs yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, et ils suivaient chaque mouvement de Sophie avec un désespoir silencieux. J'étais caché, observant tout, sans savoir quoi faire. Je sentais un nœud dans ma poitrine, une tristesse que je ne pouvais expliquer. Sophie a dit au revoir avec un baiser à ma mère et un regard triste à mon père, puis s'est éloignée. Elle m'a fait ses adieux avec une étreinte très forte et a prié Dieu de me protéger. Elle a embrassé chaque frère et sœur avant de monter dans cette charrette élégante et de partir, regardant en arrière jusqu'à ce que la charrette se perde sur le chemin. Les chiens ont couru derrière elle en aboyant fort. Quand elle est partie, la maison est retombée dans le silence, mais la tristesse est restée dans l'air. Mes parents étaient encore plus tristes et l'absence de Sophie a laissé un vide. Ce jour-là fut l'un des plus difficiles que j'ai vécus et la douleur de cet adieu est restée avec moi pendant longtemps. Le cœur en morceaux, une année s'est écoulée depuis le départ de Sophie et la vie a suivi son cours difficile et implacable. Un dimanche quelconque, alors que le soleil commençait à décliner et que la lumière du jour s'adoucissait, je suis rentré à la maison après une visite à notre voisine, Simone. En approchant, j'ai remarqué quelque chose qui a attiré mon attention. Devant notre maison, il y avait une voiture élégante, brillante sous la lumière du crépuscule. Je suis restée là, surprise et curieuse. Nous n'avions jamais vu une voiture comme celle-là. À cette époque, une voiture n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un symbole clair de richesse et de statut. Pour nous qui vivions avec peu, voir une voiture aussi sophistiquée était un événement remarquable. La voiture, avec sa carrosserie polie et son design distingué, semblait presque déplacée au milieu de la simplicité de notre campagne. C'était un contraste frappant avec la vie modeste que nous menions. Je me suis demandé qui pouvait être la personne conduisant quelque chose de si raffiné et ce qui pouvait bien se passer pour que quelqu'un comme ça soit à notre porte. L'attente et l'incertitude m'ont envahi alors que j'entrais dans la maison, essayant de comprendre la signification de ce visiteur inattendu. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de différent dans le salon. Mes parents discutaient avec un homme bien habillé que je ne connaissais pas. L'atmosphère était chargée d'une tension que je pouvais sentir avant même de connaître la raison. En entrant, ils m'ont regardé sérieusement et m'ont demandé de m'asseoir. L'homme s'est levé pour me saluer, m'évaluant. « Nous avons quelque chose à te dire », a dit mon père d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était plus poli et, en même temps, un ton qui mêlait inquiétude et autre chose. Ma mère était pâle et avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré auparavant. La scène était d'une tristesse que je ne comprenais pas entièrement, mais que je savais profondément enracinée dans quelque chose de grave. Assise là, je sentais mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour interrompre notre routine du dimanche? L'atmosphère était tendue, et je savais que quelque chose d'important allait être révélé. Dans ma tête, j'ai commencé à me demander si cela avait un lien avec Sophie, ma sœur. L'homme a commencé à parler, et ses mots furent directs et sans détour. « Adèle, je m'appelle Antoine. Je suis veuf et j'ai 3 jeunes enfants. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, et j'aimerais que ce soit toi. » Je l'ai regardé, confuse et effrayée. Il a continué,
sans laisser de place à des questions. Ta famille et moi sommes parvenus à un accord. En échange de tes soins, ils recevront une somme d'argent substantielle. C'est une bonne affaire pour tout le monde. Je suis restée paralysée. Ce n'était pas une offre, c'était une décision déjà prise. Mes parents, avec leurs expressions fatiguées, ne me demandaient pas si j'acceptais. Ils me communiquaient simplement une décision qui avait déjà été prise. Ils m'informaient seulement d'un plan déjà en marche, sans espace pour le choix ou la négociation. L'idée de quitter ma famille et ma maison, d'aller vivre avec des étrangers dans une maison lointaine, me terrifiait. En même temps, la pensée que ce changement pourrait apporter un soulagement financier à ma famille me faisait sentir un poids énorme sur les épaules. Je n'avais pas le choix. La décision était prise, et même si je voulais protester, je savais que mes mots ne changeraient pas ce qui était déjà décidé. La vérité, c'est que je voulais partir de là et ne plus jamais revenir. J'étais totalement déçue. Le silence qui a suivi était dense et suffocant, et je l'ai rompu en avalant ma salive après que la bombe a été lâchée. Puis les larmes ont commencé à couler sans arrêt, et j'ai pleuré fort comme une petite fille, bien que j'ai déjà 12 ans. Les larmes coulaient sans contrôle, et je me sentais complètement désemparée, luttant pour comprendre ce qui se passait et l'impact que cela aurait sur ma vie et celle de mes parents et de mes frères et sœurs. Ma mère, avec un regard triste et fatigué, m'a emmenée dans ma chambre pendant que je faisais mes affaires. « Quand tu arriveras chez Antoine, il te parlera peut-être de choses que tu ne comprends pas très bien maintenant, mais n'aie pas peur. » Sa voix était chargée d'une nervosité que je n'avais jamais vue auparavant. « Il paie beaucoup d'argent à notre famille, et il est important que tu comprennes que certaines choses que nous faisons sont pour le bien des enfants. À l'avenir, tu m'en remercieras. » Je l'ai regardée, confuse et effrayée. Elle a continué à faire mes bagages sans donner beaucoup de détails. La conversation était étrange et vague, et sa façon de parler semblait plus inquiète qu'éclairante. J'ai compris que ma mère essayait de me préparer à quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre complètement, et son manque d'explication ne faisait qu'augmenter ma peur et ma confusion. La tension dans sa voix et la manière dont elle bougeait, comme si elle essayait d'éviter de parler davantage du sujet et de me regarder dans les yeux, montraient clairement qu'il y avait autre chose qu'elle ne disait pas. Chaque mot qu'elle prononçait semblait porter un poids que je ne pouvais ignorer, et la peur d'affronter l'inconnu me serrait la poitrine. Pendant que nous finissions de faire mes affaires, je ressentais un mélange de tristesse et d'appréhension. Ce que j'allais affronter était quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre entièrement, mais les conseils de ma mère, bien que confus, me montraient qu'il y avait un côté de la réalité que je devrais affronter, même sans savoir exactement à quoi m'attendre. L'adieu fut dévastateur. Chaque instant semblait s'étirer et je me sentais de plus en plus angoissée. Mes frères et sœurs, avec leurs visages pâles et leurs yeux gonflés de larmes, formaient une file autour de moi. Un par un, ils se sont approchés pour me serrer dans leurs bras, essayant de garder leur courage, mais il était impossible de cacher la douleur et la tristesse qu'ils ressentaient. L'étreinte de chacun d'eux était serrée et pleine d'une tristesse silencieuse. La sensation de perdre la famille que je connaissais et que j'aimais était presque insupportable. Ils essayaient de sourire pour me réconforter, mais les sourires se transformaient rapidement en larmes. Mes parents, avec des expressions de souffrance et de résignation, m'ont également embrassée. L'étreinte de ma mère était un mélange d'amour et de désespoir, et celle de mon père, bien que silencieuse, transmettait une douleur que les mots ne pouvaient décrire. La scène était remplie d'une tristesse profonde et silencieuse, et je sentais que chaque adieu était comme si on m'arrachait une partie de moi-même. Finalement, le moment est venu, et je me suis dirigée vers l'extérieur, portant mon petit sac de vêtements. Antoine était là, à côté de sa voiture élégante, qui semblait maintenant le symbole d'une vie que j'étais sur le point de connaître. Le véhicule qui m'avait impressionné auparavant représentait maintenant la séparation et l'inconnu qui m'attendait.
Je me suis assise sur la banquette arrière et je n'ai même pas pu ressentir l'excitation d'entrer dans une voiture pour la première fois. Quand Antoine a démarré le moteur, le son de la voiture qui démarrait a été comme un coup final, marquant le début d'une nouvelle phase de ma vie pour laquelle je n'étais pas prête. La route devant moi semblait longue et pleine d'incertitudes, et j'ai regardé par la fenêtre, essayant de graver chaque dernière image de ma maison et de ma famille dans mon esprit avant qu'elle ne disparaisse de ma vue. La sensation de perte et l'anticipation de l'inconnu étaient écrasantes, et je ne pouvais pas imaginer ce qui m'attendait. Alors que la voiture avançait sur le chemin de terre, le silence n'était rompu que par le son du moteur et le crissement occasionnel des roues. Je regardais par la fenêtre, essayant de graver chaque détail du paysage qui s'éloignait rapidement. Les champs, les arbres et même les pierres sur le chemin semblaient faire partie d'un monde que je laissais derrière moi. Mon cœur était lourd et chaque kilomètre parcouru augmentait mon anxiété. Antoine, m'observant depuis le rétroviseur et remarquant le silence étouffant, a décidé d'essayer de le briser. « Alors, Adèle, commença-t-il en essayant d'être amical, comment était la vie à la campagne ?» J'ai tourné le visage vers lui, essayant de cacher ma tristesse et ma peur. « C'était simple, » répondis-je brièvement, sans grande envie de converser. On travaillait beaucoup. Il a semblé comprendre ma réticence, mais a continué, essayant de détendre l'atmosphère. « Et que plantiez-vous là-bas ?»« Un peu de tout, » répondis-je, toujours sans donner beaucoup de détails, surtout du manioc. Antoine a soupiré, se rendant compte que je n'étais pas disposée à parler beaucoup. Alors, il a changé de tactique et a commencé à parler de lui. « Adèle, j'ai 39 ans. Je suis veuf depuis 2 ans. Ma femme, Sandrine, a été renversée par une voiture et est décédée. Il a été direct, sans détour. Cela m'a impressionnée. Je l'ai regardé, surprise par sa franchise. Il semblait lutter contre ses propres souvenirs douloureux. « Je suis vraiment désolée », ai-je murmuré à peine audible. « Merci », a-t-il dit, la voix basse. Sandrine était l'amour de ma vie. Depuis qu'elle est partie, tout est devenu très difficile. J'ai 3 jeunes enfants à m'occuper et la maison est toujours en désordre. Je suis désespérée. J'ai besoin d'aide. Je l'écoutais en silence, sentant qu'un peu de sa douleur se mêlait à la mienne. Il a continué à parler, racontant un peu plus sur sa vie avant l'accident. Sandrine et moi nous sommes connus jeunes. Nous nous sommes mariés tôt et nous avons construit notre vie ensemble. Après son départ, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi. Elle manque beaucoup aux enfants et ça me brise le cœur chaque jour. J'ai écouté attentivement, imaginant la vie qu'il décrivait, pleine d'amour et de tragédie. « Ça a dû être très difficile pour vous, » ai-je dit, en essayant de montrer de la compréhension. « Ça l'a été et ça l'est encore, » a admis Antoine, le regard fixé sur la route. « Mais je dois continuer pour mes enfants. Et c'est pour ça que tu es là, Adèle, pas seulement pour aider à la maison, mais pour apporter un peu de soulagement à cette douleur constante. Je sais que ce sera un grand changement pour toi, mais j'espère que nous pourrons nous entraider. » Le reste du voyage fut plus silencieux. Finalement, la voiture a commencé à ralentir à l'approche d'un grand portail. Un homme en uniforme l'a ouvert et a salué Antoine avec joie. « Oui, j'ai atteint mon objectif, » a répondu Antoine avec un léger sourire. Lorsque le portail s'est complètement ouvert, nous avons avancé vers la propriété. C'était un endroit immense, plein d'arbres et de jardins parfaitement entretenus. La voiture a suivi un chemin de gravier et je regardais, émerveillé. La voiture s'est arrêtée devant un immense manoir. Je suis descendue, émerveillée par la grandeur du lieu. Antoine est sorti et est venu vers moi. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Adèle », a-t-il dit d'un ton gentil. Juste à ce moment-là, 2 enfants ont couru vers Antoine. « Papa, papa, tu es rentré !» ont-ils crié en le serrant dans leurs bras. « Où est Angeline ?»
a demandé Antoine. La petite fille a répondu « Elle est enfermée dans sa chambre. » Antoine a soupiré. « Je la verrai plus tard », a-t-il dit avec inquiétude. Antoine m'a présenté les enfants, Hector et Emma. Leurs regards étaient intenses et surpris par mon apparence simple. Antoine nous a guidés à l'intérieur de l'immense maison. À l'intérieur, tout était luxueux et élégant, un contraste énorme avec ma vie d'avant. Finalement, il m'a montré ma chambre. C'était comme un rêve, rempli de meubles délicats et de jouets que je n'avais jamais vus. Il m'a demandé de me laver et de mettre une nouvelle robe, ce qui m'a laissé perplexe par sa générosité et la précision de la taille des vêtements. Après un bain relaxant, j'ai mis une nouvelle robe et je me suis sentie comme une autre personne. J'ai décidé de chercher la cuisine, mais je me suis perdue dans les couloirs interminables. Finalement, j'ai trouvé la cuisine, où Rose, la gouvernante, et une autre employée m'ont brusquement conduite à la salle à manger, où Antoine et les enfants attendaient. Pendant le dîner, Emma a demandé « Jusqu'à quand laisseras-tu Angeline faire ce qu'elle veut ?» Antoine, visiblement mal à l'aise, a répondu « Je lui parle. » Progressivement, tout ira bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Accepter quoi ?» Surprise, elle a dit « Papa ne te l'a pas dit ?» Antoine a soupiré et avec tristesse et détermination m'a dit « Adèle, il y a quelque chose que tu dois savoir. » L'atmosphère est devenue encore plus tendue et j'ai attendu avec inquiétude la vérité qui allait être révélée. Antoine, visiblement tendu, a tenté de se calmer. « Adèle, je t'expliquerai tout bientôt. Nous faisons cela pour le bien de tous. » Ces paroles n'ont pas apaisé mon anxiété. Le mystère autour d'Angeline et de moi ne cessait de grandir. 2 jours se sont écoulés sans que je voie Angeline. Le manoir était si grand que c'était facile. J'ai décidé de me rapprocher d'Emma et d'Hector pour obtenir des réponses. Ils voulaient toujours savoir des choses sur ma vie, fascinés par chaque détail, et évitaient mes questions sur Angeline. « Elle est différente », a dit Emma. « Depuis que maman est morte, elle n'est plus la même. » Cette réponse évasive n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Antoine travaillait toute la journée et rentrait à la tombée de la nuit, visiblement fatigué, mais essayant de maintenir une normalité. Une nuit, j'ai décidé que je devais en savoir plus. Je ne pouvais pas continuer dans le noir. Le lendemain, j'ai commencé à explorer seul le manoir et ses jardins. Le jardin était un refuge, avec des fleurs et des oiseaux qui emplissaient l'environnement de vie. Cependant, Rose apparaissait toujours. Sa froideur me mettait mal à l'aise. Un jour, alors que j'explorais l'étage supérieur, je l'ai trouvée en train de nettoyer un miroir. « Tu as besoin de quelque chose, Adèle ?» a-t-elle demandé froidement. « Non, je regarde juste la maison », ai-je répondu nerveusement. « Fais attention où tu mets les pieds », a-t-elle averti, de manière insinuante. Ce commentaire m'a encore plus inquiétée. 3 jours plus tard, Antoine est arrivé tôt et heureux. « Adèle, j'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu une place à l'école pour toi. Tu commences aujourd'hui. » Mon cœur s'est accéléré. Je ne savais écrire que mon nom et l'idée de l'école me terrifiait. « Mais monsieur Antoine, je ne sais pas bien lire ni écrire. » « Nous devons tous commencer quelque part. Ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras bien. » Il m'a changé avec un uniforme scolaire. En arrivant à l'école, les enfants me regardaient avec curiosité. J'étais nerveuse, mais déterminée. Les professeurs étaient gentils, mais exigeants. J'avais du mal à apprendre, mais je n'ai pas abandonné. 9 jours plus tard, la curiosité à propos d'Angeline a refait surface. J'ai décidé d'aller dans sa chambre. En arrivant, j'ai appelé « Angeline, c'est Adèle. » Silence. Rose est apparue, agacée. Sans un mot, elle a ouvert la porte et l'a refermée derrière moi avec force. J'étais désorientée et effrayée, mais j'ai décidé que je ne renoncerais pas. Finalement, Antoine est rentré ivre une nuit. Il a insisté pour voir Angeline, criant et frappant à sa porte.
Rose, inquiète, a ouvert la porte et l'a accompagnée. La scène était déchirante. Après avoir ramené Antoine dans sa chambre, Rose a laissé la porte ouverte. Je suis entrée et j'ai vu Angeline pour la première fois. La ressemblance était frappante. « Alors c'est vrai », murmura Angeline. Son attitude était distante et froide. « Sors, je ne veux pas te parler », dit-elle en se tournant vers la fenêtre. Mes larmes coulaient alors que je sortais. Malgré son rejet, je savais que je devais découvrir la vérité. Quelque chose de grand était caché dans ce manoir, et je n'allais pas m'arrêter avant de le savoir. Clairement ignorée et le cœur lourd, je suis sortie de la chambre, fermant doucement la porte derrière moi. Dans le couloir, je me suis appuyée contre le mur et j'ai laissé les larmes couler librement. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, même si tant d'années ont passé. J'essayais de reprendre mon souffle, mais en même temps, une détermination inébranlable grandissait en moi. J'ai toujours été têtue et je n'abandonne jamais facilement. J'étais déterminée à trouver un moyen de briser les barrières qu'Angeline avait érigées entre nous. Je devais découvrir la vérité sur notre surprenante ressemblance, quelque chose qui nous liait d'une manière que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir, agitée et effrayée, me réveillant fréquemment avec la sensation d'être dans un cauchemar. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir, je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la porte de la chambre d'Antoine, sachant qu'il se réveillait habituellement tôt. Pendant que j'attendais, le silence du couloir était presque palpable. Puis, quelque chose de curieux s'est produit. Rose est sortie de la chambre d'Antoine, rajustant ses vêtements et regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. En croisant mon regard, elle a semblé surprise et un peu effrayée. Elle a murmuré un salut et est partie précipitamment. Un long moment s'est écoulé avant qu'Antoine ne sorte enfin de sa chambre. J'étais si fatiguée que je me suis assise dans le couloir et j'ai commencé à somnoler. Soudain, une légère tape sur mon épaule m'a réveillée. Antoine était là, me regardant. Il m'a dit que nous avions beaucoup de choses à nous dire et que nous déjeunerions ensemble, car il n'irait pas travailler ce jour-là. Nous nous sommes assis à table. Antoine, tambourinant nerveusement sur le bois, m'a appelé pour que je m'approche. Je me suis assise près de lui, observant Emma et Hector avec des yeux anxieux, attendant que leur père parle. Antoine a commencé à raconter une histoire qui remontait à 12 ans, parlant avec gratitude de notre naissance, à Angeline et moi, dans une vieille grange pendant une violente tempête. Rose et ma mère, Sandrine, étaient ensemble, et une sage-femme a aidé à l'accouchement. D'abord est née Angeline en bonne santé et pleurant. Puis je suis née, mais sans émettre un son. La sage-femme a emmené Adèle pour chercher de l'aide et n'est jamais revenue. Antoine a continué le récit, partageant la douleur de ne pas savoir ce qui m'était arrivé. Ils ont cherché sans relâche, sans obtenir de réponse. Un jour, une lettre anonyme a indiqué que je vivais à l'intérieur de Guayas, ce qui leur a redonné espoir. Cet indice a finalement permis de découvrir où je me trouvais. Antoine, ému et les larmes aux yeux, a conclu en disant qu'après une recherche difficile et longue, ils avaient réussi à me retrouver. À ce moment-là, Angeline est apparue à la porte, en larmes, et est sortie en courant. Antoine l'a suivie rapidement, la serrant dans ses bras et la consolant. Ils avaient vécu des années difficiles. Cependant, l'arrivée d'une deuxième lettre avec mon adresse a renouvelé leur espoir. Il a voyagé personnellement pour me trouver. Finalement, avec beaucoup d'efforts et de défis, il a réussi à me retrouver, clôturant un cycle de douleur et de séparation. Antoine, rempli d'émotion, a promis qu'il ferait tout son possible pour compenser les années perdues. Le récit choquant a révélé les liens profonds et les cicatrices qui avaient démarqué nos vies, ouvrant la voie à une nouvelle étape d'espoir et de compréhension dans notre famille. Arriver chez toi a été comme un rêve, Adèle. Un endroit si reculé que j'ai plusieurs fois pensé que cette information était fausse. Finalement, un dimanche très tôt, je me suis approchée de l'humble ferme où tu vivais avec ton autre famille.
J'ai tapé dans mes mains, et tes parents adoptifs, Catherine et Louis, ont été surpris. J'imagine qu'ils ont dû penser « Que fait un homme riche ici ?» Nous avons commencé à parler dans le jardin, puis ils m'ont invité à entrer et ont été très aimables. Je leur ai tout expliqué sur ta naissance, ta disparition et notre recherche. Ce que tes parents adoptifs m'ont raconté était incroyable, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ils ont dit qu'en allant en ville en charrette, ils ont entendu les pleurs d'un bébé dans un tas d'ordures au bord de la route. Ils ont arrêté la charrette et là, tu étais un bébé mince enveloppé dans une fine couverture. Catherine t'a prise dans ses bras, t'a allaité avec amour comme si tu avais toujours été la sienne. Malgré leurs 3 jeunes enfants, ils n'ont pas hésité à t'accueillir et à te donner un foyer. Le silence dans le salon était lourd. Rose et Angeline pleuraient. Je ne pouvais pas imaginer comment quelqu'un avait pu t'abandonner ainsi. Je leur ai offert de l'argent pour t'emmener avec nous, mais Catherine était dévastée à l'idée de te perdre. Nous avons fini par convenir que je t'emmènerais comme nounou, cachant la vérité au début. Ils m'ont parlé de combien tu étais aimée et travailleuse, ce qui a augmenté mon impatience de te rencontrer. Pendant qu'Antoine racontait cela, mes pensées retournaient à la ferme où j'ai grandi. Mes parents adoptifs avaient été mon vrai foyer, et bien qu'ils ne soient pas mes parents biologiques, je les considérais comme tels. Chaque petit soin, chaque étreinte et geste d'amour valait bien plus que n'importe quel lien de sang. J'ai observé Antoine et les autres, mais à ce moment-là, je voulais seulement retourner chez moi. Malgré les nœuds encore à défaire dans notre histoire, j'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle réalité. Angeline et moi avons tissé un lien spécial. D'abord distante et presque hostile, elle s'est un jour ouverte à moi dans le jardin. Elle m'a avoué qu'elle avait été jalouse et pleine de ressentiment. Notre mère avait toujours été absente, pensant à moi. Avec le temps, elle a compris qu'aucune de nous n'était en faute, que nous étions des victimes. Progressivement, nous nous sommes rapprochés, allant à l'école ensemble et partageant nos enfances différentes. J'ai senti grandir dans mon cœur un espace pour cette nouvelle famille, tandis que l'amour pour mes parents adoptifs restait intact. Un jour, alors que nous jouions à la ferme, j'ai remarqué une vieille femme qui nous observait. Je lui ai fait signe et elle s'est enfuie en courant. Antoine l'a rattrapée et l'a ramenée presque de force. Elle avait quelque chose à raconter. Nous nous sommes réunis dans la maison et en la voyant, Rose a pâli. La vieille femme, effrayée, a demandé protection. Antoine lui a promis aide et sécurité. Finalement, elle a commencé à raconter son histoire. Bernadette, la vieille femme, a raconté comment Rose était arrivée une nuit, demandant de l'aide avant l'accouchement de Sandrine, notre mère. Rose lui a offert de l'argent si elle déclarait morte la petite fille qui naîtrait. Terrifiée par les menaces, Bernadette a accepté. Quand nous sommes nés, Angeline et moi, Rose était désespérée. Après notre naissance, Sandrine est restée faible. Et profitant du fait que je n'ai pas pleuré à la naissance, Rose m'a remise à Bernadette pour qu'elle m'abandonne à mon sort. Bernadette, émue par ma situation, m'a emmenée chez elle et s'est occupée de moi. Quelque temps plus tard, elle a contacté Catherine et Louis qui m'ont finalement adoptée. Antoine, anéanti, nous a demandé d'amener Rose, mais elle s'était enfuie avec sa voiture. La révélation de Bernadette nous a laissés dévastés, avec l'horrible secret de Rose qui changeait nos vies pour toujours. Les larmes et la douleur ont rempli la salle pendant que nous essayions d'assimiler tout ce qui s'était passé. La seule chose que nous avions, c'était l'un l'autre, et nous ne pouvions pas tout perdre. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Qu'a-t-elle fait après ?» Bernadette m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a commencé à raconter. Nous sommes allés à l'intérieur de Goiás, où vivaient les parents de mon mari Paul. En arrivant, il m'a ordonné de me débarrasser de toi et de te laisser dans un orphelinat. J'ai senti un nœud dans ma poitrine en entendant ça. Nous ne pouvions pas arriver avec une enfant qui n'était pas la nôtre. Et si nous disions que tu étais notre fille, nous ne pourrions pas nous débarrasser de toi.
Nous avons beaucoup discuté, mais à la fin j'ai accepté. En emmenant le bébé, j'ai vu une famille dans une charrette. La femme avait de jeunes enfants, alors j'ai pensé qu'ils pourraient te nourrir. Avant qu'ils ne s'approchent, j'ai laissé le bébé sur le tas d'ordures par où il passerait. De loin, j'ai observé comment ils t'ont immédiatement trouvé grâce à tes pleurs. La femme t'a allaité et je me suis éloignée, le cœur en miettes. Le silence qui a suivi était lourd. Papa Antoine a demandé ce qui était arrivé à Rose par la suite. Bernadette a regardé dans le vide et a avoué avoir perdu le contact avec Rose et que, par peur, elle était restée cachée, en contact avec Jacob, un voisin de confiance. Jacob l'informait des visites de Rose, qui cherchait probablement à savoir pourquoi elle n'avait pas accepté l'argent. Mon père s'est penché en avant, intéressé. Bernadette a dit que son mari lui avait conseillé d'envoyer une lettre anonyme quand ils ont su que nous avions un détective. Jacob avait découvert notre adresse, initiant ainsi la recherche. Mon père a murmuré sa gratitude pour nous avoir donné l'indice initial, lui assurant qu'il comprenait sa situation et qu'il ne lui ferait aucun tort. Avec le temps et l'aide d'un détective, nous avons commencé à recevoir plus d'informations sur Rose. Nous avons découvert qu'elle avait soudoyé les détectives précédents pour détourner l'enquête. Rose était obsédée par mon père depuis leur jeunesse et avait travaillé comme gouvernante dans notre maison pour être près de lui. Il a été encore plus choquant d'apprendre que son obsession incluait un plan pour que quelqu'un renverse Sandrine, ma mère biologique, bien que cela ne se soit heureusement pas concrétisé. Même si la vérité était douloureuse et écrasante, nous avons promis de rendre justice à Sandrine et à notre famille. Nous nous sommes adaptés peu à peu à notre nouvelle réalité. À l'arrivée de notre 13e anniversaire, je ne souhaitais qu'une chose, avoir ma famille réunie. Mon père a organisé une fête et a fait venir toute ma famille adoptive à la propriété. Ce fut une célébration émouvante où nos mondes se sont enfin rencontrés. J'ai vu mon père discuter avec reconnaissance avec mes parents adoptifs, reconnaissant leur affection et leurs soins. Près de l'étable, mon père adoptif, les larmes aux yeux, m'a dit qu'il était fier de moi. Au milieu de la fête, mon père a annoncé qu'il avait acheté une petite ferme près de la propriété et a proposé à mes parents adoptifs d'y vivre. Avec des larmes de joie, ils ont accepté, honoré. Cette fête signifiait plus qu'un simple anniversaire. Elle symbolisait l'union, l'amour et les nouveaux départs. Nous savions qu'il restait encore de nombreuses questions et blessures à guérir, mais à ce moment-là, entouré de toute ma famille, je me suis sentie vraiment chez moi. Mes propres yeux se sont remplis de larmes. C'était plus que ce que j'aurais pu rêver. Mes deux familles, unies et proches. Mon père n'avait pas terminé. Souriant, il a dit que la ferme avait une grande grange qu'il a transformée en un atelier de menuiserie complet pour lui, car il savait combien il aimait travailler le bois. Catherine, ma mère, a été émue d'apprendre qu'il y avait un grand jardin avec une serre où elle pourrait développer son travail avec les herbes médicinales. De plus, il y avait une condition. Les filles devaient leur fréquenter la même école que les enfants de notre père, qui prendraient en charge toutes les dépenses jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Mes frères ont crié de joie et ma sœur Angeline, souriant d'une oreille à l'autre, m'a serré la main, partageant mon bonheur. À ce moment-là, j'ai senti que toutes les pièces du puzzle de ma vie s'assemblaient enfin. Mes deux familles seraient proches et je pourrais voir mes parents et mes frères et sœurs adoptifs quand je le voudrais. La fête s'est transformée en une grande célébration. Tout le monde parlait de la ferme et faisait des plans pour la nouvelle vie. Au milieu de la joie, je me suis rendu compte que malgré toutes les difficultés et les révélations douloureuses, nous avions réussi à créer quelque chose de beau et de précieux, une famille unie et pleine d'amour. Parfois, mon père Antoine restait également pensif, se souvenant probablement de ma mère Sandrine. Un mois après la fête, un jour ordinaire, mon père est rentré à la maison avec une expression pâle. Il nous a informé qu'ils avaient capturé Rose. Mon cœur s'est arrêté un instant. Rose, ce nom synonyme de trahison et de douleur dans notre famille. Mon père a expliqué que la police avait aidé dans les enquêtes
et l'avait retrouvée. Elle était au Mexique, utilisant de faux documents sous le nom de Maria. Emma a exprimé sa confusion et Angeline a demandé pourquoi le Mexique. Mon père n'avait pas de réponse claire. Mon père nous a assuré que nous aurions maintenant des réponses et que Rose devrait expliquer tout ce qu'elle avait fait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et le jour où papa a rendu visite à Rose en prison est resté gravé à jamais dans l'histoire de notre famille. Les révélations qu'il a entendues dans cette cellule froide ont été si choquantes qu'il n'a eu le courage de nous les raconter que des années plus tard, quand nous étions adultes. En entrant dans la cellule, il a à peine reconnu Rose. La femme qui avait été autrefois une amie de la famille semblait maintenant une créature sortie d'un cauchemar. Ses yeux brillaient d'une folie terrifiante. Elle a avoué qu'elle avait aimé Sandrine et qu'elles étaient amies. Mais Sandrine avait toujours su son amour pour Antoine. Rose, dépitée, a admis avoir menti effrontément à Sandrine. Rose a avoué qu'au départ, elle ne voulait pas tuer Sandrine, seulement les séparer, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'ils aient un enfant. Sa confession d'avoir payé le chauffeur pour ne pas arriver à l'hôpital et sa tentative de passer un accord avec la sage-femme pour se débarrasser du bébé ont laissé papa glacé. Quand nous sommes nés, ses plans ont radicalement changé et elle a forcé Bernadette à emporter l'une de nous. Les années de recherche et de douleur avaient été causées par l'obsession de Rose. Rose a admis avoir tenté de séparer papa et Sandrine à de multiples occasions et à la fin a avoué avoir engagé quelqu'un pour renverser Sandrine. Elle a également admis que, bien qu'elle n'ait pas prévu d'aimer les enfants de mon père, elle a fini par le faire. Finalement, Rose a admis être enceinte. Papa a chancelé en entendant qu'il devait la libérer pour qu'ils soient ensemble et élevaient leur enfant. Ce dilemme l'a laissé dévastée. Après ces révélations, papa est sorti de la cellule, pâle et désorienté, implorant l'aide de son avocat. Le procès a été turbulent. Rose a été déclarée mentalement incapable et envoyée dans un hôpital psychiatrique dans un autre pays. Papa, dans un geste incompréhensible à l'époque, a décidé de payer pour son traitement. Quelques semaines plus tard, il nous a réunis pour une conversation. Les larmes aux yeux, il a avoué qu'il avait commencé à tomber amoureux de Rose, mais a clairement indiqué que malgré ses sentiments, ils ne pourraient jamais être ensemble à cause de tout ce qui s'était passé. Quand Alain est né et qu'ils l'ont amené vivre avec nous, ce fut un rayon de soleil dans notre obscurité. Nous sommes tombés instantanément amoureux de lui. Rose, en apprenant que son fils était avec nous, a complètement perdu le contrôle et ses rapports de l'hôpital psychiatrique étaient terrifiants. Notre famille, déchirée par les mensonges et les trahisons, a trouvé une nouvelle chance de guérir grâce à Alain. Tandis que Rose s'effondrait à des kilomètres de distance, nous avons commencé à nous reconstruire. Cette histoire, pleine de souffrances durant mon enfance, n'a pas une fin complètement heureuse, mais elle a un début rempli de nouveaux défis et d'espoir. Grâce à l'amour inconditionnel pour Alain, nous avons trouvé une nouvelle raison de continuer en tant que famille. Si vous aussi, vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous qu'il y a toujours de l'espoir. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'ici et j'espère qu'elle pourra servir d'avertissement, de réconfort et d'inspiration pour ceux qui en ont besoin.